en sol majeur. Je pourrais dire qu'il existe une certaine complicité donc, entre lui et moi, une complicité normalement qui tourne autour de la valeur que représente, si vous voulez, donc, tout travail de création. En dehors, bien sûr, donc peut-être des différences qui peuvent exister entre les individus. Alors, à la lecture de ce recueil, intitulé Poème en sol majeur, donc, une matrice m'a interpellé. Enfin, je l'appelle matrice comme ça, au sens mathématique du terme. Ça veut dire quelque chose qui constitue le socle, si vous voulez, donc de ce travail, de ce texte. Et c'est pour cette raison que j'ai intitulé donc soi-disant cette présentation comme suit. Je l'ai baptisé Fennan l'arpenteur noctambule des voix-voix. Et là, donc, je joue sur la voix avec E et la voix avec X, c'est-à-dire le chemin et les voix polyphoniques, normalement, qui travaillent le texte de l'intérieur de poèmes en sol majeur. Ce texte, bien évidemment, s'inscrit dans une continuité créative. D'abord par sa singularité et par son souffle poétique. Là, je prends le sens du souffle poétique au sens de enthousiasme, enthos, c'est-à-dire un souffle intérieur, riche en emprunts, subtil et varié. Il y a une épigraphe au début du texte. Permettez-moi d'appeler tantôt texte, tantôt, parce que ça constitue un texte. Déjà le titre poème au pluriel. Et sol majeur, ça veut dire qu'il y a une succession entre la pluralité, si vous voulez, l'unicité. Cette épigraphe, en fait, d'Octavio Paz, qui, comme d'habitude, comme elle est connue, cet écrivain-là, ce poète en même temps, qui, à l'entrée, comme il dit lui-même, du tunnel, par ses phrases, il va perforer le temps, la mémoire aussi, et il va parler les yeux fermés comme le vent chantant dans le silence. Là, je cite bien sûr donc, cette belle phrase d'Octavio Paz, extraite de Dans la nuit des paroles, La liberté sur parole. Et bien, dans cette nuit des paroles, qui se décline déjà à travers tout au long du texte, ce sont des paroles, bien évidemment, que je peux qualifier d'être des paroles égorgées. Il y a un saut qui s'effectue, et un chant aussi qui s'effectue, dans l'alphabet, je dis bien dans l'alphabet rasé, de cette même poétique. Parce que moi j'ai interprété majeur, permettez-moi de forcer un petit peu l'interprétation. C'est là le travail du critique. J'ai pris le majeur comme par anatomie, le doigt, le grand doigt, donc qui figure dans la main. De cette main poétique peut-être surgit un sol majeur, considéré par association, comme je viens de le dire, à l'anatomie de la main, comme une évocation visuelle. Le recueil se donne comme ça, se donne à lire comme d'abord une évocation visuelle, qui s'affirme à travers la photo liminaire. Vous avez bien sûr une photo donc dans le recueil, si vous prenez le recueil. Là, une photo, oui, une photo du Plavdige sur le banc, Balkans Transit, je pense, Transtibitain, je pense, Transsibitain du Verissat, Transsibérien. C'est une évocation, si vous voulez, donc d'une ville charbon qui me paraît sans aucune densité humaine au désert d'un crépuscule imaginaire. Et c'est ça mon interprétation. Alors cette photo donc
de ce traducteur et photographe slovène. Bien sûr, je ne vais pas entrer dans les détails pour vous dire qu'il se trouve actuellement au musée de Braga, je pense. Moi je l'ai vu au musée de Braga, en Portugal. C'est ça. Donc, il capte le mouvement de la journée afin d'initier le silence poétique. Une parole parlante, je dis bien une parole parlante et non pas une parole parlée. Parce que il y a une différence entre parole parlante et parole parlée. C'est-à-dire une parole où il y a du travail, bien sûr, en quête de reterritorialité. Là, j'emprunte un petit peu donc, le concept de Gilles Deleuze. Et de filiation en même temps artistique. Parce que d'abord, comme nous avons tous des ancêtres, lui, il a son propre ancêtre. Il me l'a toujours dit, c'est Nissabori, le grand poète, et bien sûr d'autres. Parce que d'abord, avant d'être un poète, il est un grand lecteur et un grand critique aussi, comme disait Starobinsky, avec un œil vivant. Alors cette quête, elle est entamée par l'arpentage de la ville. La ville prend une ampleur de plus en plus démesurée, où les humains commencent par se désincarner. Et là, je cite bien sûr donc, le texte, les corps jassés, entaillés comme terre d'argile cuite. Le visage à moitié rongé par l'ombre et le sel. Constatant donc qu'il y a des destins qui se croisent et des rencontres qui se perdent selon les lois douteuses du hasard ou les caprices de quelque obscure volonté. La ville à moitié nue, entre le boucan et le champ, comme disait le poète, la ville, en particulier la ville ocre, compromet le mimétisme chez Abdelghani Fennane, quand il ne sert pas de pris parti pour la mythification du réel. Alors ce réel, il est transfiguré jusqu'au retentissement du silence. Et là intervient un mot vert, la mort du parterre et du champ. Alors c'est un vide paradoxalement pourvu de matière, ce n'est pas un vide creux, un vide paradoxalement pourvu de matière qui se dilate vers l'inconnu. Alors l'inconnu c'est quoi pour moi? Et selon même le poète, c'est peut-être ce cinquième point cardinal. Il n'y a pas de 4 points cardinaux, il y a 5 points cardinaux en fait. Donc si on compte le nord, le sud, bien sûr, l'est, l'ouest, sans parler de l'association chromatique par rapport à ces, donc le blanc, le jaune, le rouge, puis après il y a le centre vert bleu. Alors le centre, bien sûr, c'est un peu ce cinquième point cardinal, normalement, qui surgit donc, et dont la valeur est une grandeur, et que le poète, Abdelghani Fennane, tente de déterminer. C'est en fait un devenir cosmopolite, si vous voulez, de Marrakech, dont l'extension a modifié la valeur centre. C'est pour cela que le poète se situe souvent entre l'entre-deux. Alors l'entre-deux, cet espace à la fois intermédiaire et abyssal. Il jaillit à la rencontre d'un mouvement magmatique, celui de la mémoire spatiale ou de l'espace de la mémoire. On peut jouer sur ce... Donc Fennane devient donc le témoin de la disparition. On peut lire le texte, les vers où il va citer la route de Tombouctou à la page 34. Alors il est le poète de la disparition, il est aussi le poète des disparitions, comme le poète espagnol. Alors là je peux le comparer au poète espagnol. D'ailleurs il est cher à notre grand poète, c'est José Ángel Valente. Alors sa fusion mystique avec l'effacement a pour vocation, si vous voulez, de retrouver le pur oubli. La pierre jamais. Comme il dit, la pierre elle-même, ce centre qui va. Comme disait donc José Ángel Valente, lavé de toute inscription. Alors, ce moment du saint, il est donné à travers la section noctambule, bien sûr, comme, à mon avis, comme l'indicible, comme l'impalpable, le trouble de la pensée, qui s'y noie, submergé par le silence et le néant. Cette nuit informe reste à convaincre. Il n'a jamais le même aspect, étant l'inconnu, sinon l'inconnaissable, toujours mouvante. Et là aussi, par ce jeu de rapport entre raison et déraison,
C'est en émergeant de ce magma nocturne que la parole et la pensée poétique adviennent. Et là, peut-être, j'ai trouvé une trace en filigrane du poème cosmogonique de Parménide, aussi, donc, est-ce un palimpseste, je ne sais pas, donc c'est ma propre lecture. En fait, la nuit chez le poète perdure aux marges, qu'il s'agisse de l'inspiration ou du cheminement du sujet cartésien qui pense comme un homme, qui marche seul dans les ténèbres. Et l'on va de même de la parole poétique, dont le mythe fondateur d'Orphée renvoie à la nuit, en ce qu'elle est le lieu de puissance infernale. C'est au plus noir de la nuit que retentit le cri d'Eurydice. C'est également une réaction du poète contre le jour aveuglant du vide, de l'arbitraire et du long tunnel qu'est la ville. Un questionnement poétique qui affirme que la nuit est le tout, comme disait Goethe dans Faust. Alors, pourquoi j'ai emprunté Faust? Lorsque Méphisto invite Faust à regarder l'impensé du monde, à affronter l'errance du sentiment que procure la nuit, donc il va dire la nuit est le tout. Cette prédilection de la nuit donc s'explique par un défi. Si la nuit désarticule le sujet, alors le poète final y voit une possibilité de voir advenir une épiphanie d'images filées. Il y a du vivant dans Noctambule, bien sûr, en osmose avec l'être et l'univers. Dans la nuit se tiennent nos apprentissages, nous disait Final, pour déchiffrer les hiéroglyphes du monde et de l'autre. Alors je cite ce fragment-là. La nuit du poète est sans consolation, désert qui s'abreuve de sa soif, source qui porte son filon, de lumière au loin. Alors cette vision nocturne ouvre des béats dans la mémoire du poète qui clame un avenir tourné vers le possible et l'illimité. Cet état indécis, partagé entre le visible, le sonore et le visible, correspond à une rêverie qui le met à l'origine de l'être parlant, où l'on puisse entendre, comme disait Barthes, la patine des consonnes et la volupté des voyelles. Donc il y a du poétique en fait, dans le poème, il y a du poétique, qu'on le veuille ou non. Alors ce poétique est également narratif, comme dans Hymne aux disparus, rétrospective des émeutes, je pense, de 1984 à Marrakech. C'est aussi un éloge de la fuite et de la folie artistique qui habitait l'artiste peintre à qui il va rendre hommage, Feu Abbas Saladi, le grand peintre marrakchi. Peut-être par son univers fantasmagorique et mystérieux. Moi j'ai trouvé que le point commun entre le poète et le peintre est peut-être la fascination du signe, dans laquelle s'engouffrait le peintre et par la même occasion le poète lui-même. Le poète éclaire d'une lumière foudroyante la genèse du processus créatif, une façon d'affirmer l'immortalité laurée, comme disait Paul Valéry. Tu étais pour moi la ligne de fuite. Je cite Fenel en parlant de Abbas Saladi. Tu étais pour moi la ligne de fuite, tout art et folie. Cette fuite, c'est aussi un travail de forgeron qui utilise les ressources de son art du feu pour le mettre en fuite. Le poète est comme le dieu Héphaïstos. Comme vous le savez dans la mythologie, le dieu du feu c'est Héphaïstos, qui flambe. Mais dans la ville, à sa pierre, comme disait Vinam, accrocha son oncle. C'est enfin un amour fusionnel qui unit le poète à la mer dans un rêve chatouillant. C'est d'abord sur les traces des navires disparus que l'homme poète capta avec son appareil photo la lumière, puis entra l'esprit éveillé dans un retour à la mer. Le motif de la mer aussi il est omniprésent dans ce recueil. Ne serait-ce que parce qu'on va prendre le dernier poème, le calligramme de l'archipel, qui va servir de mode d'appropriation de l'espace scriptural et qui va mimer en fait l'isolement des îles, mais en même temps leurs liens importants et primordiaux. Le poème donc est un voyage de vers au double sens,
et de destination, mais c'est surtout un plongeon dans les profondeurs abyssales de l'esprit et de l'âme. Et là me vient le fameux vers de Baudelaire, « Homme libre, tu chériras la mer ». Pourquoi je lisais donc ce vers écrit par Fennan, et d'un coup, donc, me revenait donc le vers de Baudelaire, « Homme libre, tu chériras la mer ». Alors, comme disait Baudelaire, mais en fait, Fennan nous invite à partager son existence d'arpentage dans une intimité fluctuante. Ben pour conclure, enfin, dès lors, on peut dire en fait que le poème en sol majeur est une mise en rythme hétéroclite dans la langue. Le poète voit dans les mots une matérialité susceptible d'être l'objet d'une recherche plastique et visuelle. L'œuvre également se présente comme une réflexion sur la relation entre l'objet, la représentation de l'objet et la description. C'est aussi une œuvre qui se permet, et c'est là peut-être le point fort de cette poésie, que moi je crée, une grande poésie parmi les dernières créations que j'ai lues, que ce soit en arabe ou en français, au Maroc, c'est que en fait c'est une poésie qui se permet de formuler et de débattre des idées. C'est ça le point fort dans les entrées thématiques de la ville, de la nuit, de l'exil et la mémoire en devenir, en fait, magnifient l'œil de l'esprit. Alors, je conclus en disant que la poésie de Fennan est une poésie de voyage. Elle a pour devenir une parole qui se distribue dans la lenteur, dans l'identité, et anéantit le poète dans l'immortalité. Et là, j'ai emprunté bien sûr les 3 titres de Milan Kundera. Je conclus sur cette remarque. Et je cède la parole bien sûr donc à Fennan pour me dire s'il partage ma lecture ou bien si j'ai fait un contresens ou bien si j'ai forcé la lecture. Libre du poids du devoir d'être performant. Et je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement, je me sens entouré que d'esprits amis. Tout simplement. Je me sens, c'est la plus belle des présentations, je sens autour de moi que des gens qui m'aiment. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. J'aimerais d'abord dire à mes étudiants que la salle dans cette salle, il y a beaucoup d'artistes et d'écrivains de cette ville que vous ne connaissez pas et auxquels il faut rendre hommage. Et je sais très bien que cette ville a un problème avec la reconnaissance des gens qui travaillent ici. Ils reconnaissent les étrangers mais ne reconnaissent pas les gens de leur ville. Je veux citer d'abord Saad Razak Melcheb, un grand photographe, grand botaniste. Et quand Hassan a évoqué Abbas Saladi qui habitait dans mon quartier natal, et si je lui ai consacré un poème, ce n'est pas par complaisance, et ce n'est pas seulement par le fait de dire bon, Saladi c'est un peintre, j'aime la peinture. C'est parce que je l'ai vu tous les jours marcher vers 19h tout seul, avec la même démarche lente, avec son béret. Et j'étais fasciné par lui parce que j'entendais qu'il était peintre, il était ami à mon frère, il lui a fait cadeau de 2 dessins qui ont disparu d'ailleurs un jour par hasard. Et il y avait de la douleur dans ce poème que vous n'avez peut-être pas senti. C'est que je voulais m'approcher de Saladi, mais je ne pouvais pas parce que j'étais encore enfant. Et j'enviais les gens qui pouvaient lui parler, comme par exemple Sidney Chaban, qui l'a connu en tant que personne. Il y a avec nous Madame Louali, elle est aussi poétesse. Il y a avec nous Saad Aziz Moussa, elle est romancier, grand historien. Un des fins connaisseurs de la ville de Marrakech. Il peut vous parler de la Médina de Marrakech, rue par rue, et quartier par quartier. Il la connaît dans les détails. C'est un plaisir de l'écouter parler de Marrakech. Je vous assure, j'ai habité dans la Médina pendant 3 ans, dans une rue qui s'appelle Drblala Azuna. Et je ne connaissais pas, et pendant ces 3 ans, je disais Drblala Azuna, Drblala Azuna. Un jour, je lui ai dit, Lala Azuna, il m'a raconté une histoire fabuleuse sur cette femme-là, qui est un grand personnage historique. Il y a Sibouad, il y a Hamid.
il est avec nous aussi, qui est poète arabophone, belle voix. Et puis, je suis content parce que j'ai retrouvé le grand Hassan, mais sans complaisance. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter, j'ai retrouvé le grand Hassan. C'est une très belle lecture et c'est peut-être la plus belle lecture qui a été faite de mon travail. Et franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter. Je vais juste dire que ce recueil est le 3e, après La Clairière, après Je ne mourrai pas avant le printemps, après La Clairière du Champ. Le poème en sol majeur m'a coûté 3 ans de travail, vraiment 3 ans de travail, sachant que j'aurais pu pendant ces 3 ans écrire 2 récits ou peut-être écrire 2 romans. Et Hassan et Abdelaziz Ibn Saleh qui écrivent, qui sont dans la littérature aussi, savent que l'exercice de la poésie est un exercice difficile et que la poésie n'est pas payante. C'est-à-dire que la poésie n'est pas, c'est un genre en quelque sorte mineur aujourd'hui. C'est-à-dire tenir à la poésie, c'est en soi un acte de rébellion et de subversion. C'est-à-dire c'est une forme de résistance, c'est une forme de militantisme littéraire. Mais je tenais absolument à la poésie parce que je pense que le langage poétique a quelque chose de très particulier, c'est que le langage a une responsabilité vis-à-vis de la langue. Que dans le récit, dans le roman, on peut cacher les imperfections, mais dans la poésie, le moindre mot qui n'est pas à sa place, le moindre rythme qui n'est pas donne quelque chose. Il y a une fausse note. Dès qu'il y a une fausse note, la poésie elle est malmenée et tout le poème est... Donc, c'est pour cette responsabilité vis-à-vis du langage que je tiens à la poésie. C'est pour le minimalisme. Et parce qu'il impose une forme de silence qui est tout proche de la... Il y a une forme de spiritualité propre à la poésie, une forme de prière. Donc, je ne sais pas si je dois rebondir sur des points qui ont été abordés excellemment, d'ailleurs, brillamment, par Seyh Hassan. Je ne sais pas sur quel point je peux... je ne sais pas par quoi je peux commencer. Oui, je veux dire, par exemple, c'est-à-dire la rosace à 5 branches. J'invente ça, je dis les 5 points cardinaux. C'est une de mes inventions des inventions dont je suis très fier dans ce recueil de poèmes, parce que j'ai fait au moins 5 néologismes, c'est-à-dire 5 inventions, 5 audaces linguistiques, et je suis content d'avoir pu arriver à ce stade où je peux, en quelque sorte, distordre la langue et me permettre des inventions. C'est une forme d'audace. Par exemple, j'ai inventé un mot dont je suis très content, le mot exiloglotte. C'est-à-dire l'homme qui parle la langue de l'exil. Sous-entendu, bien sûr, le poète, l'artiste, parce que le poète, il habite la langue. Et j'ai inventé le mot noctambule, c'est-à-dire les gens qui vivent la ville par la nuit. Et j'ai changé l'expression la nuit tombe par l'expression la nuit se lève, parce que dans la chute, il y a quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire la chute, c'est toujours, ça relève de l'échec, de l'effondrement, de la malédiction. Et c'est une façon de anathématiser la nuit. Et je me dis, il y a une jouissance propre au jour, il y a une jouissance propre à la nuit. Et donc, il y a une discrimination que, en quelque sorte, j'essaie de rétablir en disant, il faut dire aussi, la ville, la nuit se lève. Mais à travers la réhabilitation de la nuit, c'est la réhabilitation de l'ombre et de la couleur noire, parce que dans ce recueil-là, je réclame ma négritude, ma noiritude. Je dis je suis noir. Et la revendication de la négritude, elle est à la fois référée dans mon corps, c'est-à-dire comme expérience physique réelle dans ma peau, mais ce n'est pas une négritude à la Léopold Sédar Senghor, ni non plus à la façon des poètes martiniquais, Césaire, etc. C'est une négritude à la Césaire, à la Glisson.
Dans le sens où Glissant a parlé d'une archipélisation de la pensée. C'est pourquoi il y a cette métaphore de l'île qui revient très souvent, l'insularité. L'insularité, c'est l'impossibilité de la clôture. Et l'insularité, c'est aussi, en quelque sorte, tout lieu voyage. C'est la métaphore de la pierre qui voyage. Donc, la ville, c'est la ville, bien sûr, mais c'est la V apostrophe île, c'est-à-dire la ville qui est île. Mais c'est la vie île. C'est la vie, al-hayat, et île, c'est-à-dire, parce que finalement, c'est une. Si je dois aujourd'hui parler de l'ensemble des trois recueils, et si je dois définir ma poétique, je dirais que ma poétique est une poétique du jeu et du lieu. C'est-à-dire comment un jeu habite un lieu, pas une ville. C'est pour ça que je dis ni patrie, ni exil, finalement l'antre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en fait à cette conscience que en fait, ils habitent entre les deux, sans être ailleurs, c'est-à-dire tout en étant chez eux. Donc j'ai inventé cette métaphore de la... C'est toute une histoire, je ne vais pas être pédant, de le cinquième point cardinal qui est l'inconnu. Mais en fait, en se référant à la poétique de Fernando Pessoa. Voilà, je connais pas cette référence. Par contre, parce que par rapport au Portugal, c'est toute une histoire. On est dans un vis-à-vis du Portugal, en quelque sorte. Le Maroc et le Portugal ont un passé commun. Bon, il y a beaucoup d'éléments, mais il y a entre autres éléments, tous deux des trois. Et ce n'est pas sans raison que donc il y a le fado qui est la chanson mélancolique, chanson nationale par excellence du Portugal. Le Maroc aussi, et le monde arabe aussi, ne cesse de chanter son paradis perdu, el Firdaus al-Mafroud, qui est l'Espagne, et ne cesse de rêver. Il y a beaucoup d'Arabes qui rêvent encore de revenir en Espagne. Et il y a beaucoup de Portugais qui rêvent, d'ailleurs Pessoa en est un, qui rêvent de reconquérir le monde. Pessoa a écrit le dernier recueil de Pessoa, il a écrit tous ses recueils en anglais, en français, beaucoup sont en anglais, mais il en a écrit quelques-uns en français. Et le seul recueil qu'il a écrit en portugais, c'est Messager, le dernier. Et là, il parle du quinte empire, le quinte commun, contre toute vanité, conformément à ce devoir d'une parole juste dont seul serait capable des êtres proches. N'est-ce pas entamer sa part singulière, tenue longtemps secrète, revivifier le sentiment tragique de la loi inexorable de toute existence condamnée à ne passer qu'une fois, une seule fois. Tu n'étais pas proche. Ça t'a très contrarié, cette proximité préservée par le retrait, le mystère qui t'enveloppait, te rendant plus lointain. Cette distance douloureuse porte un nom, fascination. Ce par quoi tu étais pour moi, dans ce tableau de notre vécu commun, la ligne de fuite, et sans doute aussi, en vertu de ce rôle salutaire, la main qui accompagnait mes pas encore hésitants dans ce jardin enchanté de signes et de couleurs, dont le centre était un arbre hanté, la lisière a toujours été l'abîme. Que tu finisses par y succomber, jeune, désespéré, l'esprit survolté par la pitié qui veillait sur tes songes, auréolé par ta pauvreté, ton talent et la dignité du combat qui te permettait de vivre au-delà des limites de ta propre condition, relève, je le pense fermement maintenant, de l'ordre particulier et général des choses. Par cette épreuve, je ne comprends pas seulement combien tu étais seul, étranger, incompris, mais encore ce que l'art, comme son tribut, doit à la folie, que tout art est folie. Je ne conçois pas, c'est-à-dire l'écrivain, c'est quelqu'un qui lit par la force des choses, c'est-à-dire on ne vient pas comme ça et on dit bon je vais écrire, c'est pas les sentiments, les sensations, c'est-à-dire c'est un travail musculaire, c'est-à-dire bon, il y a quelque chose, on sent une fièvre, une ferveur, une douleur, quelque chose qui bouge à l'intérieur, mais moi je l'appelle, si vous le balancez ça comme ça,
Moi, je l'appelle dans un autre texte le cri informe. Je dis, si vous balancez, c'est-à-dire, il y a un texte que j'appelle la patience n'est pas un mot, dans lequel je dis, si vous m'excusez juste, je trouve voilà, c'est-à-dire, je vais vous lire juste, voilà, tel est le premier signe, l'oracle, là, ça c'est, je ne mourrai pas avant le printemps, qui le met sur le chemin de l'œuvre, il n'a pas choisi, il a été élu. D'où vient cette nécessité? Comment l'appeler? Destin, vocation, instinct, inné, blessure, réincarnation. Le mystère de cette élection est l'énigme initiale de l'œuvre. Le Créateur la ressent en lui, l'entend, la palpe, mais parfois il la porte comme germe. Fleur, blessure, non encore éclose, et l'on tire orgueil d'être l'unique et douleur d'être seul dans sa tâche. Tâche, elle est vraie surhumaine. Mais née de cette nécessité, la passion, sa tardeur à ses débuts désordonnés, combien nécessaire à l'œuvre, ne fait pas encore l'œuvre. Sinon, comme cri informe, mouvement désaccordé, tâche non encore ressortie à la nuance des couleurs et des tons, aux formes et à leurs improbables analogies. L'écrivain, je pense, c'est quelqu'un qui patiente. Au sens de, il prend le temps, et au sens où il est malade, c'est-à-dire le patient, le malade. Et au sens où le patient veut dire aussi le prisonnier, étymologiquement. Donc il s'enferme. Et au sens où c'est quelqu'un qui est aussi malade. Si ce n'est pas malade, il va devenir malade avec lui. En tout cas, par la force des choses, un corps qui n'est pas malade ne crée rien. Il n'a pas besoin de créer. Un homme sain ne crée rien. Un homme heureux ne crée rien. Il faut la maladie pour que le corps soit poreux. Pour qu'il soit poreux. C'est-à-dire qu'il absorbe, qu'il est traversé. Parce que j'imagine la parole qu'on veut saisir, elle est très fin, elle est très ténue. Et il faut être à la réception de cette chose ténue par un corps poreux qui capte, par une autre oreille. Donc il y a les 5 sens, mais il y a un autre sens. Voilà. Après le reste, c'est du travail. C'est-à-dire, moi, vous avez cité, je suis très influencé par Chamoiseau et par Glisson. J'aime beaucoup tout ce qu'écrivent les Martiniquais, et en l'occurrence Glisson et Chamoiseau. Je crois que je suis dans cet esprit-là, dans cet imaginaire de l'île, parce que l'île, c'est l'ouverture, le voyage, etc. Et puis, comme j'ai dit, c'est Glisson qui dit d'ailleurs, qui est en quelque sorte le père spirituel de Chamoiseau, qui dit que, en parlant d'inspiration, on insulte l'écrivain. Bon, on lui retire beaucoup, alors que finalement, tout est travail. C'est-à-dire, vous lisez, vous écrivez, vous raturez, vous déchirez, vous mettez une virgule, vous l'enlevez, etc. C'est un travail d'artisan. Il n'y a pas de... Quelqu'un qui vous dit, bon, vous arrivez de ça, il vous ment. La photographie, pareil. Il y a des photographes qui mettent 18 heures pour sortir une photo. La photo qu'on admet, on dit c'est une belle photo, il faut 18 heures pour la sortir comment. Et donc, c'est du temps, du travail. Après, comme je vous ai dit, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire, je suis... il y a une image de Daniel Sigoni qui parle de l'origine en partage. Il dit que, bon, l'origine en partage, c'est-à-dire, il faut un lieu, on peut aller le plus loin possible, mais revenir. C'est-à-dire, la transhumance, je n'y crois pas. La transhumance, c'est-à-dire voyager partout comme ça, je n'y crois pas. Ça c'est la perte, c'est la déperdition. Il faut, non, ça pour moi, c'est des, voilà, on parle, mais c'est pas facile. Lâcher quelqu'un dans le désert, il va mourir. Il va mourir, il n'y a pas de... Il faut un retour, c'est-à-dire il faut revenir et repartir. Mais lâcher quelqu'un dans la mer, s'il ne revient pas, il meurt. Lâchez-le dans le désert, s'il ne revient pas, il meurt. Lâchez quelqu'un dans une ville étrangère, s'il n'a pas de repère, il va mourir. Il faut revenir. Alors le repère, les repères spatial, et le repère, c'est-à-dire le père, les repères qu'on fait. Et on peut, à partir du moment qu'on a les repères, on peut les renier. On peut dire, non, je ne veux pas de toi. Mais bon, il est là, on le connaît, on peut... Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre... Mais je ne... Ce que dit Hassan, c'est que je ne sépare pas la poésie de la pensée. C'est-à-dire, la poésie c'est une façon de penser. Et encore, c'est une façon de penser avec le minimum de mots. Donc, avec une concision
de mots, etc. Et vous avez la possibilité de dire un maximum avec un mot. Un mot peut ouvrir des horizons. C'est ça la... Récupérer les paroles dispersées dans l'histoire. Et c'était le cas de quelles paroles s'agit-il? C'est-à-dire quelles sont les paroles qui résonnent dans l'imagination, l'imaginaire poétique? Est-ce que c'est une manière de chercher un chemin? Comme dit le poète, le chemin se fait en marchant, c'est-à-dire on écoute les voix qui traversent l'histoire et on cherche à instaurer une autre voix qui apporte du renouveau dans le monde. Le monde poétique, le monde du langage et bien sûr le monde réel. Merci. Qu'il est, même avant de savoir qu'il écrit. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de lire son texte. Je ne tarderai pas à le faire, bien sûr. Mais j'aimerais exprimer ma fascination et mon plaisir d'être parmi vous, d'écouter l'analyse et la lecture de C. Hassan, le critique, et aussi d'entendre M. Fennan nous lire ce poème extraordinaire. Ma question, M. Fennan, c'est que j'ai pu sentir cette douleur que vous avez eue parce que vous n'avez pas pu approcher cette personne. Ma question, c'est que est-ce que vous avez enterré ce deuil ou est-ce qu'il persiste encore? Merci. Je pense personnel d'utiliser la langue, surtout lorsqu'on est poète. Donc, d'après ce que je dis, et puis le texte poétique, c'est un texte culturel. C'est un texte avec une vision du monde. C'est un texte avec... et moi, je sais que la traduction des textes culturels est parmi les traductions les plus difficiles qu'on peut faire. Parce qu'on ne traduit pas la langue. On traduit... le texte devient un texte sémiotique. Ce n'est pas un texte linguistique, mais c'est un texte sémiotique avec tout le sens de la sémiotique. Donc, ce que je peux conclure, moi, ce que j'ai conclu, c'est que pour traduire la poésie, il faut être un poète. Le peintre Abbas Saladi, ça me reste quand même comme une douleur de le voir, d'être fasciné par lui, de le voir loin, et en même temps je ne pouvais pas l'approcher, j'aurais aimé lui parler. Après je suis en train de... Voilà, j'en parle dans un texte que je prépare, j'en parle encore de lui. Parce que c'était en quelque sorte... moi je disais que c'était des gens, parce que il a eu une fin tragique. C'était quelqu'un qui était malade mentalement et chaque été il y avait des crises comme ça très graves. Et il a péri dans l'une de ces crises très jeune. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu son passeport. Quand il a eu son passeport, il était déjà... Voilà, il a péri juste après. Il était content il n'avait pas son passeport, c'est-à-dire il était privé, c'est-à-dire on ne lui donnait pas son passeport pour aller exposer ailleurs, etc. Donc à l'époque. Et quand il a eu son passeport, il a péri après, quelques mois après, il a péri. Donc, et qui a eu cette fin, et quelqu'un qui a vécu dans la misère et qui est mort dans la misère. Alors qu'aujourd'hui, ces derniers tableaux a été vendu à exactement 350 000 €. Un des derniers tableaux, il a été vendu aux enchères en France, voilà, à 350 000 €. Et il a vécu dans la misère. Et beaucoup de gens... Je crois que Abdelzak doit avoir quelques dessins de lui, ça j'en suis sûr. Je connais d'autres personnes, etc. Et moi je dis, ce sont des personnes qui ont payé pour que nous, on voit un autre pour nous. Et c'est pour ça que je rends cet hommage. C'est aussi des gens qui nous ont montré, qui ont brûlé en quelque sorte pour nous montrer le chemin. Et nous montrer cette possibilité. C'est pour ça que je dis quelqu'un qui te tient la main, etc. Alors, après, bon, Saladi, c'est l'artiste, mais à travers lui, c'est toute la dimension de l'art, toute la dimension artistique, parce que dans ce tableau, il y a quelque chose de l'or. Cette fascination, en fait, quand j'écris ce texte, je pense à la charmeuse du douanier de Rousseau. La nuit, etc., le paradis, enfin, quelque chose qui ressemble à un jardin qui ressemble au paradis, etc.
Il y a une question qui, je pense, je peux répondre aux deux questions sur le langage poétique. J'essaie toujours de faire en sorte que la langue dans laquelle j'écris résiste à la traduisibilité. Et justement, poème en seul majeur, c'est-à-dire, c'est là où le langage poétique était réductible, c'est-à-dire, poème en seul majeur, comment on va traduire? Je ne sais pas, peut-être il y a des... Hassan traduit, Bouabdi il traduit, et tout ça, je ne sais pas comment on va traduire poème en seul, pas en sol majeur. Il y a quelque chose, et donc j'essaye, mais cette irréductibilité, ce n'est pas juste un jeu. Ce n'est pas juste un jeu, parce que je pense que c'est ça ce que j'ai appelé la responsabilité vis-à-vis de la langue, et le langage poétique par nature, ou par devoir, il est irréductible. Donc, c'est ce que j'ai fait, par exemple, je ne sais pas comment on va traduire l'exiloglotte. On va dire l'homme qui parle la langue de l'exil, mais tout d'un coup ça fait trois mots, 4 mots, ça ne fait pas un seul mot. Sur la question de capture des images, c'est vrai, c'est très visuel. Je vois beaucoup d'images, de photos, de tableaux, etc. Et je pense que ça s'impacte sur ma façon d'écrire très souvent. Très souvent, c'est de l'ordre du visuel. C'est comme si on capte des images les unes après les autres. Mais c'est une façon aussi de décloisonner les écritures les unes par rapport aux autres. Les genres et les écritures les unes par rapport aux autres. De débrider le langage, parce que finalement tout est langage. Et le plus important, c'est ce qu'on véhicule à travers le langage, peu importe, poésie, photographie, peinture, écriture. C'est pas ça qui... Les Marocains, que ce soit les étrangers qui sont sur Marrakech, ils ont réduit Marrakech à la Médine. Moi, je me dis, bon, d'accord, la Médina, je veux bien, c'est un patrimoine, mais je dis, la ville d'Aoudiette, il mérite aussi sa littérature. Le Massira mérite sa littérature, Guéliz mérite sa littérature, et puis habiter un lieu, c'est le connaître entièrement. Et puis, bon, moi, mon vécu, par exemple, quand je lis Juan Goiti Solo, par exemple, il parle de la cigogne, il dit la cigogne, etc., toute cette belle image de la cigogne, moi, quand j'étais jeune, je voyais la cigogne dans le dépotoir, sale, et pour voler, ils étaient lents, etc. Et donc j'avais une image, l'image que j'ai de la cigogne n'est pas du tout belle. C'était un oiseau paresseux en quelque sorte, qui avait le mouvement lent, nonchalant, qui était sale et qui se mettait dans les ordures. Et je ne peux pas parler de la cigogne comme Juan Goiti Solo qui habitait à la Médina, etc. La Médina parle de la cigogne. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, le quartier dans lequel j'ai habité m'a donné une grande chance. Nous, on habitait à côté des terrains vagues. C'était l'ouverture, c'est-à-dire on sortait de la maison et après on est dans l'espace ouvert. Et d'ailleurs, il y avait une dualité, on disait cité Mohammedia Nord, cité Mohammedia Sud. Donc même la problématique du Sud et du Nord, moi je me rappelle quand j'écrivais les lettres, surtout administratives, les lettres pour passer des concours, je mettais les cités Mohammedia Nord, etc. Donc cité Mohammed. Et puis c'était pour nous l'évasion, c'était Trek Darbida, l'autoroute de Casablanca, avant qu'il y ait l'autoroute. Donc c'était pour nous l'évasion. Et si vous lisez le poème là, si vous lisez poème en sol majeur, vous allez trouver que c'est le même processus. C'est la même évasion, c'est-à-dire vers le nord. Hier, quelqu'un a commenté un post que j'ai posé, j'ai publié sur ma page Facebook, j'ai dit le sud, etc. Mais m'a dit, bon, ça me rappelle un certain roman, Janoub Roh, etc. Vous connaissez. Je lui dis, mais moi, il m'a dit, mais moi j'aime le nord. Chacun, parce que j'ai dit, moi je dis dans ce cas, puisque je suis sudique, je dirais, j'ai perdu le sud, je n'ai pas perdu le nord. C'est-à-dire, les gens ils disent généralement, j'ai perdu le nord. Moi je suis sudique, je dirais, j'ai perdu le sud. Et il m'a dit, chacun son orientation, moi mon orientation c'est le nord. Je lui dis, moi, je suis nordique par le sud. C'est-à-dire, de mon sud, je vais vers le nord, mais je reviens au sud. Alors, vous avez évoqué une problématique de langue. Dans le recueil, il y a au moins 4 langues. Il y a l'arabe, il y a le portugais, il y a l'espagnol, il y a le français.
Et je traduis pas, c'est-à-dire je les mets comme ça. C'est-à-dire, et c'est une façon d'appeler à l'ouverture sur plusieurs langues à la fois. Après, bon, je ne vais pas être long. D'abord, je ne l'appelle pas parce que vous touchez avec la négritude la problématique centrale de mon recueil. Et que j'appelle la question du sujet de la différence. D'ailleurs, dans un poème, je dis « Je clame le sujet et la différence maculée. » Et la différence maculée. Et vous voyez très bien ma référence. Et vous voyez très bien à la fois la référence et la démarcation. La négritude, c'est parce que c'est physique, c'est mon corps. Et puis franchement, je vais vous dire, le Maroc, il a du mal à reconnaître son africanité. Il a du mal à reconnaître l'élément noir comme étant un constituant de son identité. Il est là dans l'art, il est là dans la cuisine, dans la musique, mais on le revendique. L'histoire le poème Concours pour un mérite de la nation, où le monde est en quelque sorte comme un théâtre universel ouvert, et tout un chacun vient et dit, alors, quel est mon apport au Maroc? Le Phénicien vient et dit, j'ai fait ça et ça. Le Français, et toujours il se réclame de ses ancêtres. Mais le Noir est le seul qui ne peut pas se revendiquer de ses ancêtres. Il a besoin de refouler ses origines pour appartenir. Il est le seul. Quand on dit un Phénicien, il veut dire mes ancêtres. L'Amazigh, il va dire mes ancêtres étaient ça. Mais quand vous dites à un Noir marocain, il ne vous dit pas mes ancêtres africains. Il va faire comme s'il était là, il a comment. Donc il y a un problème, mais c'est un autre... Peut-être qu'on va faire quelque chose sur ça à la fac, certainement, avec Saadi, Leila et Madame Louali aussi et les autres. Je vous remercie infiniment.